Bonsoir à tous. Je suis Pierre Charan, directeur de la Société CEFAM, et votre hôte ce soir. Nous avons la chance de recevoir le professeur Ganadou dans ce webinaire, au cours duquel nous allons aborder un sujet d'actualité certain, les nouveaux biomarqueurs de risque cardiovasculaire dans les apnées du sommeil. Alors, le docteur Ganadou est professeur des universités et chef de service de pneumologie allergologie au CHU d'Angers. Professeur Ganadou, vous avez publié récemment de nombreux articles dans des revues scientifiques prestigieuses, notamment dans la revue Bleue, au sujet des biomarqueurs du risque cardiovasculaire. S'il est besoin de le rappeler, l'apnée obstructive du sommeil est un trouble du sommeil fréquent qui peut toucher jusqu'à 10% de la population en général. Elle est décrite comme un facteur de risque potentiel des maladies cardiovasculaires. Cependant, l'association entre apnée du sommeil, maladie cardiovasculaire et mortalité, toutes causes confondues, n'est pas systématiquement retrouvée dans la littérature. De plus, l'effet de la PPC sur les événements cardiovasculaires reste controversé. Les essais contrôlés randomisés n'ont pas permis de démontrer un bénéfice de la ventilation par PPC sur la réduction du risque cardiovasculaire chez tous les patients atteints d'apnée du sommeil. Un argument important remet en question l'utilisation de l'indice d'apnée-hypopnée comme critère de référence pour évaluer la sévérité et l'impact du SAS, comme une simplification excessive d'un phénomène pathologique complexe et hétérogène. Aujourd'hui, il est évident que les mesures de la sévérité du SAOS, telles que l'index d'apnée-hypopnée, l'indice de la saturation en oxygène, ne permettent pas de prédire avec précision le risque de maladie cardiovasculaire. Par conséquent, ces dernières années, de nombreux efforts ont été déployés afin de mieux identifier ces patients dont le pronostic cardiovasculaire est engagé par de nouveaux marqueurs de gravité de l'apnée du sommeil. Professeur Gagnadou, vous allez nous éclairer ce soir sur ces nouveaux biomarqueurs afin d'améliorer la prise en charge de ces patients et l'adaptant au phénotype spécifique des patients présentant un risque cardiovasculaire accru. Professeur Gagnadou, vous allez nous faire part de votre expérience et de votre expertise à travers une présentation basée sur des cas cliniques avec la possibilité d'interagir en direct via des quiz pour lesquels vous aurez 1 minute pour répondre. Attention, il va falloir être assez rapide. Vous aurez également la possibilité de poser des questions tout au long de ce webinaire. En bas, vous avez une petite box chat où vous pourrez poser des questions et nous les sélectionnons à la fin du débat pour animer le débat à la fin de la présentation. Donc, merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire. Voilà, professeur Ganadou, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Pierre-Charles pour cette introduction qui est bien claire. Merci à la CEFAM d'avoir organisé ce webinaire et puis merci à tous les participants qui sont, je crois, assez nombreux à être connectés. Donc, je vais effectivement essayer de vous montrer l'intérêt potentiel de ces nouveaux outils de prédiction du risque et de prédiction de la réponse au traitement. Et on va partir d'une observation, ce qui va donner un peu d'interactivité. Et vous allez pouvoir répondre à un ensemble de questions. Et puis, je vous aiderai à cheminer et à essayer de comprendre un peu l'intérêt de ces biomarqueurs. Alors, on parle de ce patient qui est un patient de 70 ans. Vous voyez, 78 kg pour 1m69, c'est un retraité ancien ouvrier en usine, il a exercé un travail posté. Son principal antécédent, c'est une maladie cardiaque, une cardiopathie ischémique, qui a la particularité de s'être révélée par un arrêt cardio-respiratoire qui heureusement a été récupéré avec ensuite un pontage, la pose de stent. C'est un non-fumeur, il n'a jamais consommé d'alcool et en fait son médecin traitant vous l'adresse essentiellement pour des céphalées matinales pulsatiles dont il souffre depuis plusieurs mois, avec un bilan assez exhaustif qui a été fait, un bilan neurologique, il a vu les ophtalmos, il a eu une IRM cérébrale, tout ça n'a pas expliqué, et donc le médecin traitant se pose la question de la responsabilité des apnées. En fait, quand vous l'interrogez, ce patient, il est en forme, il se plaint pas de son sommeil, il n'a pas de somnolence diurne importante, et il a un Epworth, vous voyez, qui est à 5/24. Alors, la première question vous allez faire une polysomnographie chez ce patient. Je vous en montre les principaux résultats ici. Il a un IH à 61 par heure, 76 événements sur le dos, 35 dans les autres positions, avec une majorité d'apnées dont 30% sont mixtes. Il a de la désaturation la nuit, un index de désaturation en oxygène de 43 par heure, un temps au-dessous de 90% de 3%, et une charge hypoxique à 120% minute-heure. On a des informations sur son sommeil. Il s'endort en 14 minutes. Il a quand même 96 minutes d'éveil au milieu de la nuit.
il a des micro-éveils assez nombreux et des mouvements périodiques de jambes 24 par heure. Alors on va passer à la première question qu'on vous pose, donc préparez-vous à répondre. Parmi les points suivants, lesquels enfin ça peut être une seule réponse ou plusieurs, hésiter chez ce patient à débuter une PPC? L'absence de plainte clinique, le caractère positionnel, les 30% d'apnée mixte, la qualité du sommeil et les mouvements périodiques de jambes. Donc c'est à vous de voter, je crois que le vote va se lancer. C'est parti. Voilà, les votes sont clos. Alors, donc là, en fait, la principale bonne réponse à la question, le principal obstacle au traitement par PPC, enfin, ce qui pouvait amener à être réticent, c'est l'absence de plainte clinique chez ce patient, puisque vous vous souvenez que sa seule plainte, c'était les maux de tête le matin. Alors, on va débriefer tout ça. Premièrement, il faut bien retenir qu'on on applique des recommandations aux autorités de santé, des critères de remboursement de la PPC. Ces critères, ils vous disent qu'on peut rembourser le traitement chez un malade qui a plus de 15 événements. C'était largement le cas chez lui, puisqu'il était à 61. Mais par contre, il vous faut en théorie 3 symptômes parmi les 6 suivants. Vous voyez que lui, il n'en avait qu'un, qui était les céphalées matinales. Donc ça, il faut garder en tête quand même qu'il faut traiter des patients symptomatiques et que c'est un potentiel frein qu'on peut essayer de contourner, mais c'est un potentiel frein à la prescription du traitement. Est-ce que les maux de tête sont vraiment liés aux apnées du sommeil? Je vous ai mis ici une étude qui a été publiée récemment dans Sleep Medicine Review, qui est une très très bonne revue, très sélective en fait, qui fait une revue de la littérature. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est que la relation entre apnée du sommeil et maux de tête, vous voyez, c'est très hétérogène en fonction des études. Certaines études sont très positives, c'est-à-dire établissent un lien très fort, d'autres n'établissent pas de lien. Et grosso modo, à la fin, les auteurs disent c'est pas bien certain que les apnées soient responsables de maux de tête. En tout cas, si vous avez des maux de tête chez un patient qui a des apnées du sommeil, il faudra faire un bilan assez complet afin de considérer que c'est les apnées qui donnent les maux de tête. Le caractère positionnel, ce patient, il a fait effectivement une tendance positionnelle, puisqu'il avait 2 fois plus d'événements en décubitus dorsal, 76, qu'en décubitus non dorsal, 32 chez ce patient. Mais c'était pas un SAS positionnel exclusif. Ce qu'on appelle SAS positionnel exclusif, c'est des malades qui ont tous leurs événements sur le dos avec un IH en non dorsal inférieur à 5. Alors quand on regarde un peu la prévalence du SAS positionnel, vous voyez qu'il y a beaucoup de patients qui ont plus d'événements sur le dos que sur le côté, qui ont une tendance positionnelle. Même dans l'ensemble des patients, ça c'est 1 sur 2, et même chez les sévères, c'est beaucoup. Mais par contre, le caractère exclusivement positionnel est beaucoup plus rare, 3% des sévères. Donc chez ce patient, il y avait une tendance positionnelle, mais qui ne constituait pas un frein à prescrire la PPC dans la mesure où les apnées étaient très sévères, y compris en décubitus non dorsal. Apnée mixte, ça c'est tout à fait intéressant. Ce patient-là avait 30% d'apnée mixte. Je vous rappelle ce que c'est les apnées mixtes. Vous avez un événement ici qui dure 30 secondes, qui est une apnée. Et vous voyez que la première partie de cette apnée est caractérisée par des événements par l'absence de mouvements thoraciques et abdominaux, donc c'est bien central. Par contre, la deuxième partie de l'apnée, sans débit, est caractérisée par la réapparition des forces, c'est l'apnée mixte. Et ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous avez d'apnée mixte au diagnostic, plus vous risquez de conserver des événements centraux sous traitement par pression positive continue. Donc c'est pas du tout une contre-indication à mettre une PPC. Par contre, ça implique une certaine vigilance une fois que le patient sera sous traitement pour s'assurer qu'il ne garde pas d'événements centraux sous traitement. Et puis enfin, il y avait la question de l'insomnie. Le COMISA, c'est l'association insomnie-apnée, c'est très fréquent, ça concerne 30 à 50% des patients SAS qui ont des symptômes d'insomnie. Ça peut poser des problèmes d'adhérence au traitement par PPC, mais ce qui va poser problème, c'est surtout l'insomnie de début de nuit ou de fin de nuit, donc des gens qui ont du mal à s'endormir ou qui se réveille très précocement avec des difficultés à retrouver le sommeil. Ce patient avait plutôt une insomnie de milieu de nuit et vous voyez que c'est
probablement de l'insomnie qui en partie est liée aux événements respiratoires, ne pose pas de problème d'adhérence. Donc chez lui, c'était pas un obstacle majeur pour la mise en place de traitement. Il faut quand même être vigilant. Chez les patients qui ont de l'insomnie, on peut voir ce type de rapport de traitement par PPC chez des gens qui ont vraiment une insomnie problématique avec de nombreux éveils au cours de la nuit. Et plus vous avez un sommeil instable, plus vous risquez d'avoir, comme c'est le cas de ce patient, des événements résiduels, y compris des événements centraux. Voilà, donc le principal problème chez ce patient, c'est qu'il est très peu symptomatique et donc vous allez chercher dans votre enregistrement des indicateurs qui vont vous aider à prendre la décision de traiter par PPC. Alors, le premier indicateur qu'on vous donnait, c'était le temps au-dessous de 90% et je vous propose 5 items. Vous choisissez ceux qui vous paraissent justes concernant le temps au-dessous de 90%. Premièrement, il peut s'exprimer en pourcents ou en minutes. Deuxièmement, il s'agit du temps de sommeil ou d'enregistrement avec une saturation à moins de 90%. Troisièmement, il est plus associé au risque cardiovasculaire que l'index de désaturation en oxygène. Quatrièmement, il prend en compte toutes les désaturations consécutives aux apnées. Et quatrième item, le temps au-dessous de 90% de Monsieur G est particulièrement élevé. Je vous rappelle qu'il était à 3%. Donc, vous pouvez commencer à voter. Voilà, c'est la fin du vote. Vous aviez 4 propositions, je vous donne les réponses qui étaient exactes. Effectivement, le temps au-dessous de 90% s'exprime en pourcents ou en minutes, on va le revoir. Effectivement, c'est bien le temps de sommeil ou d'enregistrement en fonction qu'on est en polysomnographie ou en polygraphie. Comment on fait ? Avec une saturation à moins de 90%. Effectivement, il est plus associé au risque cardiovasculaire que l'index de désaturation de 3%. Par contre, les deux derniers items n'étaient pas vrais. On va voir ça. Alors, qu'est-ce que c'est le temps en dessous de 90%? C'est très bien illustré ici. Vous avez une courbe de saturation. Ça va capturer tout le temps passé par le patient avec un taux d'oxygène dans le sang inférieur à 90%. C'est ces parties qu'on voit en bleu ciel ici. Souvenez-vous bien que 90%, c'est pour les pneumologues qui sont connectés ou pour les autres, c'est une PO2 basse, moins de 60 mm de mercure. C'est un niveau d'oxygène qu'on considère comme critique. Si vous allez aux urgences, quand vous avez une saturation à l'éveil à moins de 90%, on vous met sous oxygène. Alors, est-ce que ce patient avait un T90 très élevé? Ce patient, il avait un T90 à 3%. Ici, je vous montre les données de T90 d'une grosse cohorte, c'est la nôtre, la cohorte sommeil des Pays de la Loire. Vous voyez, 9000 patients, la valeur médiane, c'est 2. Ça veut dire que 50% des patients enregistrés pour suspicion de SAS ont un T90 inférieur à 2. Et vous voyez que quand on prend une population de SAS sévère, près de 4000 individus, le T90 médian est à 10. Notre patient était à 3. Donc, il n'avait vraiment pas un temps au-dessus de 90 très élevé. Alors, est-ce que le T90 est un meilleur prédicteur de risque cardiovasculaire que l'index de désaturation en oxygène? La réponse est indiscutablement oui. Alors ici, je vous montre une très belle étude qui a été publiée dans le prestigieux European Heart Journal, qui est une grosse revue de cardiologie. On est en population générale, chez des sujets masculins plutôt âgés. On leur a fait un enregistrement et on les suit et on regarde leur survie sans événement cardiovasculaire. Et ce que vous voyez, c'est que effectivement, le T90, les patients qui ont le T90 le plus élevé, ici exprimé en minutes, ont une mortalité plus importante, c'est-à-dire une survie sans événement, c'est la courbe noire, qui est plus faible, alors que l'ODI n'est pas discriminant. Vous voyez que les courbes sont très proches les unes des autres, et l'ODI n'identifie pas les patients à plus haut risque, et ça se confirme quand on fait une analyse statistique plus poussée en prenant en compte les cofacteurs. Donc oui, le T90 est un meilleur prédicteur du risque cardiovasculaire que l'index de désaturation. Par contre, le problème du T90, c'est qu'il a deux composantes. Et cette étude très belle a pris soin d'évaluer les deux composantes du T90, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte des désaturations liées à de l'hypoxie intermittente, comme on voit ici, avec cet aspect en peigne, mais par rapport à la question qu'ils vont vous poser, que je vous ai posé tout à l'heure, il ne va prendre que les désaturations qui descendent au-dessous de 90%. Par exemple, cette désaturation-là, celle-là, ne sera pas prise en compte. Mais ça, c'est bien des désaturations profondes liées aux apnées.
mais il va prendre aussi de l'hypoxie nocturne soutenue, telle qu'on peut la voir chez les grands obèses, chez les patients avec une BPCO, chez les patients avec de l'insuffisance cardiaque, qui n'ont rien à voir avec les apnées. Alors cette étude, elle était très intéressante parce qu'elle montrait que ces deux composantes-là ont un impact à peu près équivalent sur le risque cardiovasculaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas forcément la fréquence, mais bien la profondeur, et c'est pas le mécanisme qui est en cause, mais c'est la profondeur des désaturations qui pèse sur le risque cardiovasculaire, ce qui est bien compréhensible. Je vous montre ici un exemple d'un patient de notre cohorte qui a, vous voyez, un T90 très élevé. Il passe 78% de son temps en dessous de 90%. Mais vous voyez que sa courbe de saturation a un aspect complètement rectiligne, sans aspect en peigne. Donc, il n'a pas d'apnée. Vous le voyez, l'index de désaturation est très faible, 6 par heure. L'index d'apnée-hypopnée est très faible, 3 par heure. Donc ici, T90 très élevé, probablement au risque cardiovasculaire, mais ce T90, il est plus le reflet d'une comorbidité, de l'obésité, de la BPCO ou de l'insuffisance cardiaque que des apnées du sommeil. Alors, comme on a cette limite du T90, on a développé un nouveau biomarqueur qui est la charge hypoxique, dont on vous donnait le résultat chez ce patient, et je vous pose à nouveau 5 questions sur ce nouvel biomarqueur, la charge hypoxique. Alors, est-ce que, et vous choisissez là ou les propositions exactes. Alors premièrement, la charge hypoxique est un indicateur de sévérité des désaturations liées aux apnées du sommeil. Pas le questionnaire. Deuxième item, elle prend en compte la durée et la profondeur des désaturations. Troisième item, sa valeur étant comprise entre 0 et 100. Il y avait une erreur dans l'observation de notre patient. Je vous rappelle que notre patient c'était 120. Donc là, on vous dit c'est pas possible parce que c'est entre 0 et 100. Quatrième item, la charge hypoxique est mieux corrélée au risque cardiovasculaire que l'index d'apnée-hypopnée. Cinquième item, une valeur élevée prédit une meilleure réponse cardiovasculaire à la PPC. Et vous allez pouvoir voter. C'est la fin du vote. Alors donc, on a 82% qui ont voté. Il s'agit d'un indicateur de sévérité des désaturations liées aux apnées du sommeil. Très bien. Vous êtes très bon parce que c'est vrai. Très bien. 85%, elle prend en compte la durée et la profondeur des désaturations. Excellent. 16%, sa valeur était comprise entre 0 et 100. Il y a une erreur dans l'observation de Monsieur G. Donc il y a une minorité qui critiquait notre observation et ils avaient tort. Hein. Vous allez voir qu'en fait on peut avoir une valeur beaucoup plus élevée que 100%. Hein. Oui, elle est mieux corrélée au risque cardiovasculaire que l'IAH, 89%. Oui. Et la dernière, une valeur élevée prédit une meilleure réponse cardiovasculaire à la PPC, 28%. 28%. Donc globalement, vous êtes quand même plutôt très bon. On voit que vous avez beaucoup entendu parler de la charge hypoxique. Il n'y a que 28% qui ont voté oui à la dernière proposition qui pourtant était bonne et on va voir ça ensemble. Alors, donc le débriefing, hein, effectivement, il y avait 4 réponses bonnes, la A, la B, la D et la E. Seule la C n'était pas bonne. Notre patient, il avait bien une valeur à 120% et on peut être très au-dessus, vous allez le voir, je vais vous montrer comment c'est calculé. Alors on y va sur la charge hypoxique. Vous en avez déjà beaucoup entendu parler, description pour la première fois il y a quelques années. Le principe est le suivant, vous faites une polygraphie, vous la lisez, vous la scorez, vous identifiez des événements, vous voyez ici ce patient qui a une succession d'apnées, et ensuite, eh bien, votre système d'enregistrement dispose d'un algorithme qui va calculer lui-même la charge hypoxique, c'est-à-dire l'air sous la courbe des désaturations qui suivent chacun des événements que vous avez précédemment scorés. Cet air sous la courbe, comme c'est illustré ici, elle prend en compte la profondeur et la durée des désaturations. Vous voyez que c'est beaucoup mieux que l'index de désaturation, par exemple, qui ne prend en considération simplement que le nombre de désaturations, peu importe leur durée, leur profondeur. Et c'est beaucoup plus spécifique des apnées que le temps en dessous de 90%, puisque c'est directement lié aux événements. Alors ça s'exprime en pourcent minute heure.
2%, 40 minutes de désaturation à 2%, bah, ça fait 80% et vous avez des patients qui désaturent énormément, qui vont avoir des hypoxic burden à 200, 300% minute heure. Ce qu'on vous montre ici sur cet exemple, c'est que c'est vraiment discriminant. C'est un vrai patient, enfin plutôt deux vrais patients. Vous voyez leur oxymétrie, visuellement, vous dites, bon, bah, il y a bien des désaturations qui ressemblent à des apnées, mais là aussi, vous voyez que les index d'apnée sont strictement similaires, 25. Les index de désaturation sont strictement similaires, 26, 23. Le temps au-dessous de 90% est strictement similaire, 6 et 3%. Ou 6 et 5%. En revanche, vous voyez que la charge hypoxique est très différente. Ce patient est à très haut risque cardiovasculaire sur sa charge hypoxique, 74% minute heure. Celui-ci est plutôt à bas risque. Or, vous voyez que visuellement et sur les indicateurs classiques, vous n'étiez pas capable de le discriminer. Alors, ce qui a été montré, ça vous l'avez sûrement vu beaucoup de fois, eh ben, on prend des patients dans des cohortes américaines en population générale ou françaises, ça c'est chez nous, qui ont eu un enregistrement, on calcule leur hypoxic burden et puis on les suit. Et ce qu'on montre, c'est que plus l'hypoxic burden est élevé, les courbes bleues ou violettes par exemple ici, plus la survie sans événement cardiovasculaire est faible. C'est vrai dans la population générale, c'est vrai dans des cohortes cliniques, c'est vrai aussi pour l'accident vasculaire cérébral. Et vous voyez que ça marche beaucoup mieux que tous les autres indicateurs, IAH, index de microéveil, index de désaturation. Par contre, on en reparlera à la fin de l'exposé, vous voyez que les seuils critiques ne sont pas les mêmes. Ici 53%, ici on a une élévation du risque à partir de 32%. Alors, il faut toujours essayer de simplifier et d'avoir des outils le plus simples possible. Ça, c'est très intéressant. Les mêmes auteurs, le groupe de Boston, a réussi à calculer la charge hypoxique, non pas à partir d'événements précédemment scorés, ce que je viens de vous montrer, mais tout simplement à partir de la courbe d'oxymétrie. Vous avez un seul capteur, vous faites tourner un logiciel et le logiciel calcule la charge hypoxique qui encadre chaque désaturation détectée par l'oxymètre. Et ce que vous voyez, c'est que la prédiction du risque est la même avec cet HB qu'on appelle HB-oxy, dérivé de l'oxymétrie, qu'avec celui calculé après lecture de l'enregistrement. Simplement, c'est beaucoup plus simple et il n'y a pas de risque lié à la variabilité interlecteur des enregistrements et ça prédit aussi bien le risque cardiovasculaire et les deux variables, je ne vous le montre pas là, sont très bien corrélées l'une à l'autre. Alors, c'est bien de prédire le risque, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de prédire la réponse au traitement. Alors, tout à l'heure, Pierre-Charles vous l'a dit en introduction, on a fait 3 essais randomisés dans des populations à très haut risque cardiovasculaire, des coronariens ou des cérébrovasculaires, SAVE, la plus importante, Ricazza, Isaac. Ces deux-là sont chez des coronariens. Dans SAVE, il y avait aussi des AVC. Et puis, on a fait un enregistrement, on a extrait le fameux IAH, on a sélectionné les patients qui avaient plus de 15 événements, indépendamment de toute symptomatologie, et on a tiré au sort. La moitié avait la CPAP, la moitié n'avait pas de traitement. Et très décevant, vous voyez que dans ces deux études, il n'y a pas de bénéfice à porter une CPAP chez les patients sélectionnés sur un IH à plus de 15. Alors, très intéressant, on reprend une de ces études. Là, je vous ai montré l'étude Isaac en Espagne chez des coronariens. On a fait un enregistrement après un infarctus chez des patients. On a extrait des patients qui avaient un IH à plus de 15. Et de nouveau, quand on prend toute la population, on est déçu parce que PPC versus pas de traitement, pas de différence. Mais si on stratifie maintenant la population a posteriori sur l'hypoxic burden, que montre-t-on ? Eh bien, on montre ici qu'on a une réduction du risque cardiovasculaire dans le bras PPC par rapport aux soins courants chez les patients qui avaient un hypoxic burden élevé, mais pas chez ceux qui avaient un hypoxic burden faible. Et ça, c'est fait avec l'HB-oxy, c'est-à-dire l'hypoxic burden dérivé d'une simple oxymétrie. Donc, vous avez un outil qui prédit le risque et vous avez un outil qui peut vous aider à dire ce patient qui n'a pas de symptômes ou peu de symptômes, j'ai envie de le traiter parce qu'il était très élevé. Et rappelez-nous que chez notre patient, lui qui était peu symptomatique, il avait un hypoxic burden très élevé à 100% minute heure. Et quand on
les auteurs reprenaient l'étude et regardaient si on pouvait stratifier sur les indicateurs classiques. Vous voyez l'IAH, et puis on a parlé du temps au-dessous de 90% tout à l'heure, ça marchait pas. C'est-à-dire si on sélectionnait les IAH élevés versus bas ou les temps au-dessus de 90% élevés versus bas, il n'y avait pas d'effet discriminant sur le bénéfice de la PPC. Donc il y a vraiment un bénéfice spécifique à l'hypoxic Burdon pour la prédiction du risque, pour la prédiction de la réponse au traitement, ce qui est encore plus important, surtout chez les patients peu symptomatiques. Alors on avance, on a vu le T90, on a vu l'hypoxic Burdon qui est clairement mieux. On a développé aussi d'autres indicateurs, je ne vous ai pas donné les résultats pour notre patient parce qu'on ne le calcule pas en routine, qui sont des indicateurs de réactivité cardiovasculaire autonomique. Et je vous pose 5 questions au sujet de ces indicateurs. Le delta heart rate, qu'on écrit comme ça, delta heart rate, décrit l'augmentation moyenne de la fréquence cardiaque consécutive aux apnées. Le delta heart rate élevé est associé à un risque cardiovasculaire plus élevé. Le delta heart rate peut être extrait aussi d'une oxymétrie seule, sans lecture des événements. Le pulse rate amplitude drop, PWAD, quand il est élevé, est associé à une augmentation du risque cardiovasculaire. Donc delta heart rate, PWAD sont deux indicateurs différents. Et enfin, delta heart rate et PWAD sont bien corrélés à la sévérité du syndrome d'apnée du sommeil. À vous de voter. Alors Frédéric, comme tout à l'heure, je vais te donner les proportions de Les réponse. scores, les scores. Les scores. Alors, pour 75%, nous avons le delta heart rate et l'augmentation moyenne de la fréquence cardiaque consécutive aux apnées. Pour 87%, un delta heart rate élevé est associé à un risque cardiovasculaire plus élevé. Pour 42%, le delta heart rate peut être extrait de l'oxymétrie seule. Pour 60, tu veux commenter déjà? Non, tu peux continuer, puis on va débriefer okay. après. Pour 72%, un Pulse Wave Amplitude Drop Index, PYD, est élevé, est associé à une augmentation du risque cardiovasculaire. Heart rate, delta heart rate et PYD sont bien corrélés à la sévérité du SAOS pour 71%. Ok, bon, donc là, on voit quand même que vous êtes un peu moins à l'aise avec ces biomarqueurs-là qu'avec l'hypoxic Burdon. C'est tout à fait normal parce qu'ils sont plus récents. On en a un peu moins parlé et c'est bien parce que je vais pouvoir essayer de vous éclairer sur ça. Donc, les bonnes réponses, en fait, à ce quiz, c'était les trois premières. Effectivement, vous allez voir que le delta heart rate, ça représente bien l'augmentation moyenne de fréquence cardiaque consécutive aux apnées. Effectivement, un delta heart rate élevé est associé à un risque cardiovasculaire plus élevé. Bon, plus votre augmentation de fréquence cardiaque est importante, plus vous êtes à risque. Et vous allez voir qu'effectivement, et ça encore une fois c'est très intéressant, un delta heart rate peut être extrait de l'oxymétrie seule. C'est un travail qu'on a fait nous, je vais vous montrer ça. Par contre, le PWAD est effectivement un prédicteur de risque cardiovasculaire, mais ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est la perte le PWAD bas qui prédit le risque cardiovasculaire, et le delta HR et le PWAD ne sont pas du tout des indicateurs de sévérité du SAS. Je vais vous montrer ça. Alors, delta heart rate, c'est quoi? Vous avez ici une illustration qui vient de la publication Princeps. Vous avez deux patients qui ici ont des apnées, vous les reconnaissez très bien, hein, ici, interruption répétée du débit, avec des belles désaturations derrière. Puis vous en avez un deuxième ici, qui a des événements d'ailleurs un peu moins jolis, enfin la courbe de débit est moins jolie, avec aussi des désaturations assez importantes. Hein. Et ici en bas, vous avez extrait du photoplétismogramme, donc de votre oxymètre, l'augmentation de la fréquence du pouls qui survient, vous vous souvenez, quand le patient reprend sa respiration, réouvre ses voies aériennes. Ça, c'est l'effet de l'activation du système nerveux autonome. Mais vous voyez que ce patient a une amplitude de réponse beaucoup plus importante que celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on choisit une fréquence de base.
On calcule pour chaque événement l'augmentation de la fréquence cardiaque. Donc, si vous avez 200 événements la nuit, vous avez 200 augmentations de fréquence cardiaque. On fait une augmentation moyenne et ça traduit le delta heart rate du patient. Et vous doutez que celui-là, il est beaucoup plus élevé que pour celui-là. Alors, ensuite, évidemment, l'important, c'est de montrer que ça a du sens sur le plan clinique. Alors, ce qui a été montré, toujours pareil, c'est le groupe de Boston qui a développé ça, dans une cohorte en population générale. C'est que quand on regarde un biomarqueur ici de risque cardiovasculaire, qui sont les calcifications coronariennes, on a une courbe en U, c'est-à-dire plus de calcifications chez les bas delta heart rate et chez les hauts. Mais quand on regarde la valeur prédictive vis-à-vis du risque d'événements cardiovasculaires, vous voyez que c'est les high delta heart rate en rouge qui sont à sur-risque avec un seuil à 10 BPM. Donc au-dessus de 10 BPM d'augmentation moyenne de la fréquence cardiaque après chaque événement, 10 battements par minute, vous avez une augmentation du risque cardiovasculaire dans cette population générale aux États-Unis. Alors nous on s'est dit sur notre cohorte, bon ça c'est bien le delta heart rate, mais comme ça a été fait pour l'hypoxic burden, ça serait vraiment sympa si on pouvait le calculer juste sur l'oxymétrie. Donc on a fait le même raisonnement pour l'hypoxic burden. Vous avez le delta heart rate classique ici qui est déduit d'événements scorés. Et là, on prend simplement la détection de désaturation sur l'oxymètre et on regarde l'augmentation de fréquence cardiaque qui suit cette désaturation. D'accord ? Et ce qu'on montre, c'est que ce delta HR oxy, par analogie avec l'hypoxic burden, on l'a appelé delta HR oxy, eh bien, quand il est élevé, il est associé à un surrisque cardiovasculaire dans notre population clinique, donc chez les consultants, des gens que vous voyez en consultation, et aussi, ce qui était intéressant dans ce travail, c'est qu'on avait deux cohortes dans la population générale, dans la cohorte hypnolose de notre collègue Raphaël Enzer à Lausanne, avec, vous voyez, des seuils qui sont différents de ceux qui ont été trouvés dans la cohorte, puisque chez nous, il faut une augmentation de plus de 16 battements par minute pour avoir un surrisque, 13 dans la cohorte hypnolose, 10 dans la cohorte sleep health study qu'on a vu tout à l'heure. Alors, là encore, ce qu'on veut, c'est pas seulement prédire le risque, mais c'est prédire la réponse au traitement. Ça a été fait. On prend l'autre essai randomisé, Ricazza. Là, on est en Suède. Ce sont des coronariens. Ils ont fait l'infarctus, on les enregistre, on sélectionne des patients qui ont 15 événements par heure sur l'IH. Et là encore, vous vous souvenez, résultat décevant, pas de différence entre la PPC et les soins usuels sur le risque cardiovasculaire. Mais quand on stratifie sur le delta HR ici, eh bien on montre que dans cette population de coronariens peu symptomatiques, les malades qui avaient un delta HR élevé, mais vous voyez ici le seuil est encore différent, 6 battements par minute, ont une réduction du risque cardiovasculaire sous PPC par rapport aux soins courants, alors que ça ne marche pas chez les patients qui ont un delta HR bas. D'accord ? Donc, de nouveau, comme pour l'hypoxic burden, on a un biomarqueur qui prédit le risque cardiovasculaire quand il est élevé et qui prédit la réponse, la protection cardiovasculaire chez les patients peu symptomatiques quand il est élevé également. Nous, on a répliqué ça dans notre cohorte, la cohorte sommeil des Pays de la Loire. C'est pas un essai randomisé, mais on compare le risque cardiovasculaire chez les parents, chez les patients sous PPC adhérents au traitement par rapport à des patients qui sont peu adhérents au traitement. Qu'est-ce qu'on montre? Ceux qui ont un delta HR élevé ont une réduction du risque cardiovasculaire s'ils sont adhérents à la PPC. Ceux qui ont, par rapport à ceux qui sont pas adhérents, ceux qui ont un seuil, un delta HR bas, n'ont pas d'effet protecteur de l'adhérence à la PPC par rapport à la non-adhérence. Donc deux études qui confirment que on prédit le risque et on prédit le bénéfice cardiovasculaire de la pression positive continue. Et puis on vous questionnait sur le PWAD. Donc ça, c'est un biomarqueur qui a été développé par nos confrères de Lausanne, l'équipe de Raphaël Enzer. Ils ont regardé une approche différente. C'est tout simple. Quand vous regardez votre photoplétismogramme, donc qui vient du signal d'oxymétrie, la nuit, vous avez plusieurs moments où vous avez un aplatissement de l'onde de pouls qui témoigne de l'activité sympathique et de la réactivité cardiovasculaire. Et ce qu'ils ont fait, c'est tout simple, ils ont compté le nombre de fois au cours de la nuit où il y avait une baisse de l'amplitude de 30%.
et ils ont appelé ça le PWAD index, nombre de baisse de 30% de l'amplitude de l'onde de pouls. Première constatation, quand on applique ça dans 3 cohortes différentes, population générale, la nôtre, population clinique, ici, population de coronariens, vous voyez que plus les patients sont sévères sur le plan cardiovasculaire, plus ça baisse. Donc, plus vous avez une maladie cardiovasculaire évoluée, plus votre nombre de baisse de l'amplitude de l'onde de pouls au cours de la nuit diminue. Et alors, on n'est pas étonné de voir que plus le PWAD est bas dans ces 3 populations, même si les seuils sont différents, plus le risque cardiovasculaire, le risque de développer une morbidité, mortalité cardiovasculaire augmente au cours du temps. Donc, la réponse, c'était bien, c'est un PWAD bas qui prédit le risque cardiovasculaire, la perte de réactivité cardiovasculaire autonomique, plutôt que, alors que pour le delta HR, c'est un delta HR élevé. Conclusion, aujourd'hui, il y a 3 biomarqueurs. Ce que je vous ai dit qui est super intéressant, c'est que ces 3 biomarqueurs, vous pouvez les extraire demain, très probablement automatiquement, d'un seul capteur l'oxymétrie. Mais ils disent pas la même chose. Quand vous prenez le delta heart rate, c'est un indicateur de réactivité cardiovasculaire autonomique qui corrèle très bien à des indicateurs de variabilité de fréquence cardiaque. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vraiment un indicateur d'activité de votre système nerveux autonome. Quand vous prenez l'hypoxic burden, c'est un indicateur de sévérité du SAS. C'est un meilleur prédicteur des complications, mais c'est avant tout un indicateur de sévérité du SAS. Et le PWAD, il est tout seul ici, il ne corrèle pas avec les 2 autres. Mais c'est probablement un indicateur de santé vasculaire. Plus il est bas, plus votre vaisseau est abîmé par des années d'apnée ou du vieillissement ou des maladies cardiovasculaires. Alors, comme ça ne mesure pas la même chose, je vais finir avec ça. On a commencé à se dire peut-être qu'il faut les combiner. Il ne faut pas en utiliser qu'un, il faut les combiner. Alors, il y a eu ce papier qui a été publié dans la prestigieuse European Heart Journal il y a quelques mois, toujours pareil par l'équipe de Boston. Vous reconnaissez ces 3 études, ils ont combiné les populations de ces 3 études et ils ont défini en les mélangeant toutes, je vous rappelle, il y avait des patients traités, des patients randomisés dans le bras traitement, dans le bras pas de traitement. Ils ont repris les enregistrements et ils ont défini des patients à haut risque comme ceux ayant un hypoxic burden élevé, plus de 87% minute-heure, ou un delta heart rate élevé, plus de 9 battements par minute d'augmentation de la fréquence cardiaque. Et qu'est-ce qu'ils montrent ? Eh bien, il montre qu'effectivement, dans l'ensemble de ces 3 études, encore une fois, quand on prend toute la population sélectionnée sur un IH à plus de 15, on n'a pas de bénéfice de la PPC par rapport au placebo. Mais quand on prend les patients à haut risque, on a une réduction du risque cardiovasculaire sous PPC par rapport au placebo. Et de façon un peu surprenante, on a même un effet délétère, même s'il n'est pas significatif de la PPC chez les patients à bas risque. Et donc, il y a une interaction significative. Ensuite, ils ont regardé, je vais passer vite là-dessus, dans 3 populations, cet effet discriminant, il est particulièrement pertinent chez les patients non somnolents, non hypertendus. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est des patients pour lesquels on se pose des questions. Donc, en combinant ces 2 biomarqueurs, on peut arriver à avoir une aide à la décision de traiter. Bon, je vais passer là-dessus parce que c'est un tableau un tout petit peu compliqué, donc on va passer là-dessus. Alors, on a essayé, nous, et ce sont des données qui sont en préparation, donc qui ne sont pas encore publiées, mais on a essayé d'appliquer cette méthode dans notre cohorte. Donc nous, on n'a pas un essai randomisé, mais quand on suit nos patients, sur 3600 patients qui ont été traités par PPC, 844 ont fait un événement cardiovasculaire en 7 ans de suivi et on a à peu près un malade sur 2 qui est adhérent à la PPC. Et on regarde si on a un bénéfice de l'adhérence par la PPC qui est modulé par la combinaison de ces 2 biomarqueurs. Alors première chose, vous voyez, si on applique les seuils de Boston, ça marche pas parce que tous nos patients sont à haut risque. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus sévères. Ce sont des patients de laboratoire de sommeil. Ils ont un hypoxic burden plus élevé. Ils sont plus sévères. Donc, ils sont presque tous à haut risque. Donc, on ne peut pas transposer les seuils de la publication de Boston. Mais si on change les seuils et qu'on choisit le 4e quartile, plus de 16 BPM pour le delta HR ou plus de 137% d'hypoxic burden, eh bien, on montre un effet discriminant. Et ce qu'on voit, vous allez comprendre tout de suite, mais là c'est différent du résultat de Boston, c'est que dans les 2 populations bas risque et haut risque,
on a bien une réduction du risque cardiovasculaire si on est adhérent à la PPC par rapport à si on n'est pas adhérent. Mais vous voyez que l'amplitude de réduction est beaucoup plus importante chez les patients à haut risque que chez les patients à bas risque. Donc ça marche chez nous, mais pas avec le même message. Il n'y a pas d'effet délétère de la PPC chez les patients à bas risque, qui paraissait quand même un petit peu surprenant. Et dans les deux cas, on a une protection, mais on a bien une protection beaucoup plus importante chez les patients à haut risque. Voilà. Donc, on arrive à la fin de ma présentation. On a nos apnées du sommeil et on a des enregistrements que clairement aujourd'hui on a sous-utilisés en voulant résumer toutes les conséquences des apnées, toutes les conséquences physiopathologiques des apnées avec un seul marqueur qu'est l'IH, qui encore une fois est un mauvais marqueur. Pourquoi? Parce que ça n'est qu'un décompte des apnées et des hypopnées. En considérant qu'apnée-hypopnée c'est la même chose, c'est pas vrai, sans tenir compte de la profondeur des désaturations associées aux apnées, sans tenir compte de leurs conséquences sur le système vasculaire et la réponse autonomique. Donc on peut faire mieux. Et on peut faire mieux, et demain on pourra faire mieux avec ces nouveaux biomarqueurs, la charge hypoxique, indicateur de sévérité de l'hypoxie liée aux apnées du sommeil, le delta heart rate, indicateur de réactivité autonomique induite par les apnées, et puis cet autre indicateur qui est le PWAD, qui est plus un indicateur de la réactivité vasculaire, donc peut-être du vieillissement et de la santé vasculaire de nos patients. Alors, il me reste cette dernière... ah oui, alors il me manque une slide. Ouais, bah oui. Ah bah non, j'ai été trop vite. Qu'est-ce qui nous limite aujourd'hui? Donc, vous avez compris, le vrai bénéfice, le vrai intérêt de ces biomarqueurs, en particulier chez les patients à haut risque cardiovasculaire qui sont très peu symptomatiques, tous ces patients qui vous sont adressés par les cardiologues ou après un AVC, et chez qui vous trouvez des apnées, mais avec des patients qui se plaignent de pas grand-chose, ils peuvent nous aider à identifier des patients pour lesquels on va être insistant et on va vouloir mettre en place un traitement par PPC parce qu'on y croit, parce qu'on pense que chez eux, sur la base de ces biomarqueurs, on va pouvoir réduire le risque cardiovasculaire de ces patients. Mais il reste du chemin à parcourir et le principal problème qu'on a aujourd'hui, c'est la standardisation des méthodes d'acquisition et en particulier du recueil du signal d'oxymétrie, puisque c'est ça le signal majeur pour extraire ces biomarqueurs, et de calcul. Et il y a un besoin de standardiser les méthodes de manière à ce que, quel que soit le système d'enregistrement que vous utilisez, vous avez la même définition, les mêmes modalités de calcul de ces biomarqueurs. Et juste pour illustrer ça, et ça sera ma dernière diapositive, cette étude, c'est un peu compliqué tout ça, mais je vais vous le simplifier. Elle montre que si vous regardez 9000 enregistrements oxymétriques et que vous calculez des indicateurs de désaturation, vous retrouvez votre index de désaturation, l'hypoxic burden, les saturations maximales, minimales, le temps en dessous de 90%. Et pour le calculer, vous prenez deux types d'oxymètres. Un oxymètre hyper performant à haute résolution qui va détecter des désaturations de 0,1% ou un oxymètre moins performant qui détecte des désaturations de 1%, eh bien ça induit des différences considérables sur ces indicateurs. Vous voyez, l'hypoxic burden, il est très différent, enfin il y a quand même 10 points de différence entre s'il est extrait d'une oxymétrie à haute résolution, il est à 23 en moyenne, ou à résolution traditionnelle, il est à 33, 10 points de différence, et c'est vrai pour tous les indicateurs de sévérité de l'hypoxie. Donc c'est sûr que ces biomarqueurs, ils sont intéressants, mais avant que demain vous puissiez les utiliser sereinement en routine, il va falloir qu'on standardise les méthodes d'acquisition. Et par exemple, les travaux faits par les Américains sur les études type Sleep Health Study sont des travaux qui sont faits sur du signal lissé d'oxymétrie. Donc quand vous lissez le signal, vous perdez de l'augmentation de fréquence cardiaque, vous perdez de l'amplitude et de la fréquence de désaturation. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on est là pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci d'avoir été nombreux et présents à ce webinaire. Alors Frédéric, peut-être qu'on a la chance de pouvoir revenir en fait sur les points, les premiers quiz qui ont été faits, puisqu'en fait les résultats m'ont été envoyés. Peut-être que Ah je te donne les super! résultats, je peux te les commenter. Donc si tu
peut remettre Alors, peut-être la slide avec le quiz 1 attends, parmi le les voilà. mouvements. Voilà, Glo, c'est parti. Voilà, celui-là, Ah non, super. ça c'était les 90. Oui, on l'avait pas Non, commenté. le Alors quiz le 1, premier. Alors le premier, premier, voilà, c'est ça. c'est celui-ci. Voilà, c'est ça. Ah, alors on vous Donc, demandait alors, chez Monsieur G pourquoi vous hésitiez à le traiter. On vous proposait l'absence de plainte clinique, le caractère positionnel et d'apnémique, la qualité de sommeil, les mouvements périodiques. voilà, c'est ça. Alors, pour 51%, les gens ont répondu l'absence de plainte clinique en lien avec les apnées du sommeil. Oui, alors ça bon, ça on peut peut-être s'arrêter sur ça. C'est un peu étonnant, hein, ça. Il faut quand même garder en tête, je pense tous, hein, tous, il faut qu'on garde en tête que on traite pas des IAH, hein, on traite une maladie du sommeil, c'est-à-dire des gens qui ont une plainte de qualité de sommeil. Je dors pas bien, je me réveille souvent, j'ai un sommeil pas réparateur, ou des plaintes dures, je suis fatigué, je peux pas me concentrer, je m'endors devant la télé, ça me pose problème, je peux pas aller au cinéma. On traite pas un index d'apnée-hypopnée, on traite une plainte qui est explicable par un index d'apnée-hypopnée. Donc ce chiffre, il devrait être plus élevé. On doit toujours quand même être réticent à traiter un patient qui se plaint de rien. Alors bien évidemment, plus ces apnées sont sévères, c'était le cas d'une autre, hein, plus on va être insistant sur la recherche de symptômes. Et parfois, c'est vrai, on va traiter des gens qui se plaignent de pas grand-chose et ils vont dire une fois qu'ils sont traités, en fait, docteur, vous aviez raison, il y a plein de choses qui vont mieux, mais je les identifiais plus. Mais quand même bien garder ça en tête. Donc, qui suit derrière le caractère positionnel, répondu à 27%. Bah, ça, oui, tout à fait, hein. Caractère positionnel, c'est pas un obstacle, hein. Il y a des données, nous on avait montré que chez les patients qui étaient purement positionnels, il y avait plus d'échecs de la PPC, mais quand les apnées sont sévères, même s'il y a 2 fois plus d'événements sur le dos que sur le côté, c'est pas du tout un obstacle à traiter par PPC. Ensuite, à 30%, on a les 30% d'apnée mixte. Bah, ils avaient raison. Les apnées mixtes, on les range dans le contingent des apnées obstructives, donc c'est pas du tout un obstacle, un frein à mettre de la PPC. Simplement, comme je l'ai expliqué après, comme je l'ai montré avec cette étude-là, plus vous avez d'apnées mixtes comme ça sur votre diagnostic, plus vous risquez d'avoir ce qu'on appelait avant le SAS complexe, c'est-à-dire des gens qui conservent ou génèrent des apnées centrales sous traitement. Donc il faut y attacher de l'importance, mais et bien regarder les rapports machines avec une machine qui détecte bien les événements centraux, c'est très important. Il y a plus de risques d'y en avoir et on a des solutions dans ce cas-là, mais c'est pas un frein à mettre une PPC. Les mouvements périodiques, donc à Ah oui, 26%. voilà, on n'a pas débriefé les mouvements périodiques de jambes, mais en aucun cas les mouvements périodiques de jambes ne sont un obstacle au traitement par PPC, puisque bon nombre de ces mouvements périodiques vont disparaître sous PPC. Alors, on peut se poser les questions chez un patient qui en garderait beaucoup, surtout si sont associés des symptômes de syndrome des jambes sans repos, hein, des impatiences, etc., qui perturbent le sommeil. Mais c'est pas parce que vous avez des MPJ au diagnostic qu'il faut pas mettre une PPC, pas du tout, hein. Et enfin, la qualité du sommeil à Et là, 24%. voilà, là on a très bien débriefé, hein. Qualité de sommeil, il faut être vigilant. Le COMISA, c'est fréquent. Attention aux patients qui ont vraiment des symptômes spécifiques de l'insomnie. J'ai beaucoup de mal à m'endormir. Je me réveille à 4 heures du matin et je peux plus m'endormir. Ça, c'est des gens qui vont avoir plus de mal. Encore une fois, c'est pas pour ça qu'il faut pas mettre de PPC, mais c'est à ce moment-là la nécessité de prendre en charge à la fois l'insomnie et les apnées. Et donc, si on revient, merci Frédéric, si on revient sur le quiz numéro 2 concernant le T90, j'ai aussi les stats. Alors on y va. Alors, à 82%, il s'agit du temps de sommeil ou d'enregistrement avec une SPO2 inférieure à 90%. Bon, ouais, ça c'était une question simple, mais vous avez bien répondu, parfait, ouais. Ensuite, à 71%, il peut s'exprimer en pourcentage et en minutes. Ouais, très bien. Le plus souvent, c'est en pourcentage et c'est plus intéressant parce que si vous avez un court enregistrement, vous allez sous-estimer ça puisque vous avez, par définition, moins de minutes sur un enregistrement qui est plus court que sur un enregistrement de 8 ou 9 heures. Donc, vaut mieux l'exprimer en pourcent, mais la plupart des systèmes d'enregistrement donnent les deux valeurs, le pourcent ou les minutes. À 41%, il est plus associé au risque cardiovasculaire que l'IDO à 3%. Voilà, donc ça c'est complètement vrai. Et encore une fois, ce qui compte, c'est la profondeur de désaturation, qu'elle soit unique, qu'elle soit liée
qu'elle soit intermittente, liée à de l'hypoxie intermittente ou soutenue, ce qui pèse lourd en termes de risque, c'est la profondeur de la désaturation. À 25%, il prend en compte toutes les désaturations consécutives aux apnées. Eh ben, c'était très bien. Il ne peut pas prendre en compte toutes les désaturations puisqu'il ne prend que celles qui vont au-dessous de 90%. Et enfin, à 11%, le T90 de Monsieur G est particulièrement élevé. Eh ben, c'était faux puisque on vous l'a montré, il était vraiment dans la tranche tout à fait normale, même basse pour un patient qui a les apnées sévères. On commence à parler de T90 élevé chez un patient qui a les apnées sévères au-dessus de 10-15%. Et donc, en plus de ça, n'hésitez pas encore à poser des questions. Donc, on a des questions en fait dans le chat, donc je vais te les poser, Frédéric. Et une question de la part d'Eric. Quelle est la valeur seuil de la charge hypoxique pour la déclarer élevée, Ouais. donc à risque cardiovasculaire? Voilà, alors ça c'est la question effectivement qu'on nous pose à chaque fois et donc que j'attendais. Mais malheureusement c'est compliqué de répondre. C'est compliqué de répondre, encore une fois, avec ce que je vous ai montré à la fin de mon topo, c'est-à-dire que cette valeur seuil, elle varie beaucoup d'une population à l'autre et d'une modalité d'enregistrement à l'autre. Alors nous, par exemple, dans notre cohorte, bon, on va dire qu'on a une population de patients français consultant dans un labo de sommeil, avec un système d'enregistrement qui est ce qu'il est, mais je pense qu'il est assez, avec un oxymètre assez classique. On était à une augmentation du risque à partir de 35% minute-heure. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans l'avenir, il faudra standardiser les méthodes et probablement définir des seuils qui sont population dépendants. Et vous savez que, par exemple, dans les scores de prédiction du risque cardiovasculaire qui sont utilisés et préconisés par les cardiologues, eh bien, ils ont déjà ce concept de score ajusté à la population. Le score n'est pas le même si on a affaire à des femmes ou des hommes, des patients qui ont une dyslipidémie ou qui n'en ont pas. Donc demain, il n'y aura pas un seuil universel, toute population confondue, qu'on pourra vous donner. Mais voilà, il faut interpréter ça un peu comme une variable continue, plus c'est élevé, au-delà de 30, 50, 60% minute-heure, plus on indique un risque cardiovasculaire probablement élevé et aussi donc probablement une meilleure réponse au traitement. Du coup, j'ai Mohamed qui commente. J'ai eu des chiffres de plus de 800% en hypoxique burden. C'est tout à fait possible. Voilà, c'était la question, ça peut pas être Hmm. au-dessus de 100, c'est tout à fait possible. Des malades très très sévères, ils vont avoir ça. Du coup, moi, j'ai une question. Euh, Aujourd'hui, enfin, la charge hypoxique est dépendante aussi des valeurs des traces respiratoires, qui la rend un tout petit peu moins applicable à des outils portables comme l'oxymètre. Et comment tu pourrais évaluer la différence entre ces deux outils? Et est-ce qu'il y a vraiment une différence en termes de validité ou de caractère prédictif en termes de risque cardiovasculaire, ou est-ce qu'on peut les considérer relativement similaires? Alors moi, je suis le problème encore une fois, tel que je vous l'ai montré tout à l'heure, la description princeps, c'est d'abord je score mes événements, puis ensuite je fais tourner l'algorithme qui va se baser sur la lecture. Or, comme vous le savez tous, le scoring des événements respiratoires, c'est très variable d'un individu à l'autre. C'est pas trop pour les apnées, mais c'est particulièrement vrai pour les hypopnées. Et donc le problème de ça, c'est que vous risquez d'avoir un hypoxic burden qui va perdre de la puissance parce que la lecture des événements va être variable d'un opérateur à l'autre. Et si Mhm. on calcule la charge hypoxique sur un événement qui est faux ou qui est inexistant, on fait une erreur. Ou si au contraire, s'il y a une désaturation, mais que par erreur, on n'a pas scoré l'événement avant, elle ne va pas être prise en compte. Donc moi, je suis très favorable au développement d'outils automatiques extraits de l'oxymétrie seule. Demain, c'est probablement ça qu'il faudra utiliser. Et donc aujourd'hui, je vous l'ai montré, on a des belles études avec le groupe de Boston et nous avec notre cohorte, plus celle de Raphaël Enzer, où on montre que l'hypoxic burden déduit l'oxymétrie, ça marche, le delta HR déduit l'oxymétrie, ça marche. Donc pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et du Et coup, en plus, juste pour compléter ça, si ça marche avec l'oxymétrie, ça veut dire que demain, probablement, vous pourrez contrôler sous PPC avec un simple oxymètre si vous avez corrigé vos valeurs. d'accord.
Et donc, pour une question qui est de la part de Mehdi, est-ce qu'on on peut considérer qu'il y a des oxymètres dans le cadre de la mesure de la charge hypoxique performants ou moins performants que d'autres? Est-ce que vraiment on peut considérer ce Bon, genre de choses? je pense qu'il y a une certaine uniformité des oxymètres aujourd'hui, globalement, hein. Et d'ailleurs, il y a des critères de qualité qui avaient été définis dans les recommandations, hein, de fréquence d'échantillonnage, de durée de moyennage. Et je pense que les oxymètres qui sont dans les appareils d'enregistrement, globalement, ils sont performants. Là, il va falloir se méfier, c'est avec le développement des oxymètres, on va dire un peu récréatifs ou pour le dépistage, dont les propriétés techniques sont peut-être moins bonnes. Mais les oxymètres qui sont dans nos systèmes d'enregistrement, ils sont bons. Très important, comme je le disais tout à l'heure, ça on est convaincu de ça, il faut travailler sur le signal brut de photoplétismogramme, pas sur du signal lissé, en particulier pour le delta heart rate, hein. Donc, mais la qualité d'acquisition du signal dans les systèmes d'enregistrement, je pense que globalement, elle est correcte. D'accord, merci. Et une question qui vient de d'aider. Donc, qu'en est-il pour les mauvais répondeurs à la PPC? Alors ça, je comprends pas bien la question. Je sais Alors, pas, je tu l'as pense que c'est compris, par toi? rapport, je pensais par rapport à la charge hypoxique. Comment, comment, comment on fait par rapport à la charge hypoxique et comment on traite, comment on traite ces patients qui sont mauvais répondeurs à la PPC et qui présentent Alors, toujours, je pense. bon, alors je vais essayer d'interpréter la question parce je la trouve pas forcément comme ça super claire, mais euh, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de données sur comment sur le contrôle de la charge hypoxique sous traitement. Il y a quand même une Mhm. étude très belle, hein, qui a été faite, je ne l'ai pas montré là, mais j'aurais pu le faire, hein, qui a montré que plus vous baissez la charge hypoxique dans un essai randomisé, une analyse post-hoc, plus vous baissez la pression artérielle sous PPC. Donc demain, très probablement, il faudra non seulement la mesurer au diagnostic, mais vérifier qu'elle baisse bien sous traitement, en Mhm. particulier dans le contexte cardiovasculaire. Maintenant, est-ce que par exemple la charge hypoxique, elle aurait un intérêt chez des malades qui resteraient somnolents sous traitement? On peut comprendre la question peut-être comme ça. Probablement, alors ça, il y a une petite étude, ça mérite d'être répliqué, mais il y a une lettre de recherche qui a été publiée dans Thorax qui suggère que si la charge hypoxique reste élevée, il y a plus de somnolence résiduelle. Donc voilà, pour conclure, très probablement demain, pour la charge hypoxique en tout cas, ça sera intéressant de vérifier qu'on la corrige bien sous traitement. Et du coup, pour rester un petit peu dans le traitement, j'ai une question par rapport à l'apport de la charge hypoxique qui peut amener en fait un changement de paradigme qui consiste à proposer des objectifs spécifiques à atteindre par PPC. Et j'ai vu que tu avais publié l'algorithme PAP responsive qui introduit Ouais. le concept de plusieurs phénotypes d'apnée obstructive chez l'adulte, selon la performance des facteurs de sévérité des symptômes ou de vulnérabilité cardiovasculaire. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce concept Bah, le concept, en gros, c'est simple, hein, c'est encore une fois, ça revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que la décision de traiter et les objectifs du traitement sont pas les mêmes chez tous les patients, et ça, c'est pas défini uniquement par l'index d'apnée-hypopnée. Donc demain, enfin, ce que c'est pas demain, c'est dès aujourd'hui, hein, ce qu'on doit intégrer dans la décision de traiter, c'est qu'est-ce qu'on veut améliorer. On veut améliorer, par exemple, des symptômes simplement, enfin, c'est pas simplement, mais surtout des symptômes de somnolence chez un patient qui est jeune, qui est pas comorbide, qui a pas de risque cardiovasculaire. Eh ben, l'hypoxic burden, ça n'a probablement pas d'intérêt chez lui, et peut-être qu'une utilisation, pas forcément de 8 heures par nuit, ça peut suffire pour améliorer la qualité de vie, améliorer la somnolence. Par contre, on est face à un patient qui n'a pas forcément beaucoup de symptômes, mais qui va avoir un risque cardiovasculaire élevé. Il va falloir prendre en compte les comorbidités de façon très importante, hein, prise en charge de l'obésité. Il va falloir se baser peut-être sur ses biomarqueurs pour décider de le traiter et aussi vérifier qu'on améliore ses biomarqueurs quand on le traite. Donc cette espèce d'algorithme, c'était un nom qui n'était pas très adapté d'ailleurs parce qu'il ne se voulait pas complètement opérationnel, mais plutôt pour D'accord. donner un Mhm. guide. Le traitement, c'est pas juste j'ai un IH à plus de 30, donc je mets une PPC. C'est qu'est-ce que je veux améliorer chez le patient et en fonction de ce que je veux améliorer, quels sont les éléments que je prends en compte. Et par exemple, ça juste pour finir là-dessus, je sais pas si vous le savez, mais bon, il y a les nouveaux médicaments de l'obésité qui vont arriver, les analogues de GIP, GLP-1, et dans l'étude principe du New England, l'étude sur monde, sur le tirzépatide, hein, eh bien maintenant,
dans les outcomes importants, il y a l'hypoxic-burden. Et l'étude montre que si vous faites perdre du poids au patient, vous améliorez son IAH, mais vous améliorez aussi considérablement l'hypoxic burden. Donc ça rentre aujourd'hui dans les objectifs thérapeutiques. D'accord, ok. Donc pour répondre juste à une question, est-il encore trop tôt pour utiliser ces indicateurs de risque? Je pense que tu y as répondu. Et aujourd'hui, Enfin, il y a de plus en plus d'appareils qui vont le proposer. Je pense qu'on a beaucoup entendu parler et on peut commencer à regarder les valeurs et se dire quand même, bah voilà, une fois qu'on a une file active de patients assez important, on va arriver assez facilement à avoir des patients qui ont un hypoxic burden très élevé et clairement, on peut déjà intégrer cette information dans la décision de traiter. Là où c'est plus compliqué, c'est que ce qu'on nous demande souvent, est-ce que vous pouvez nous dire un seuil à partir duquel je traite pas, ou je vais améliorer, je vais pas améliorer, ça c'est trop tôt. Et de toute façon, ça sera population dépendant. Ça sera jamais un seuil uniforme pour tout le monde. une question de Kevin. Une charge hypoxique élevée malgré un IAH contrôlé sous PPC peut-elle une indication à l'instauration d'une BiPAP? Ça serait enfin, je ne sais pas si c'est une question qui est relative à un cas concret ou si c'est une question théorique, hein. Il y a assez peu de chances que si on a vraiment enlevé toutes les apnées, les hypopnées, on garde une charge hypoxique élevée puisque on a affaire à des désaturations qui sont liées aux événements respiratoires. Par exemple, on peut très bien garder un temps au-dessous de 90% élevé alors qu'on a un IH normal. Encore une fois, parce que ce temps au-dessus de 90% élevé, il est en lien avec des comorbidités, obésité, BPCO, etc. Et ça peut être ça peut être une raison pour changer de mode. On parle de la BiPAP, par exemple, hein. Par contre, théoriquement, de ce qu'on en sait aujourd'hui, si vous corrigez vos apnées complètement avec la machine, vous n'avez pas de raison d'avoir une charge hypoxique élevée. Bon. Ok, donc, je pense qu'en fait on peut s'arrêter là peut-être pour les questions. Je pense que on a eu une clarification sur l'ensemble de ces marqueurs cardiovasculaires liés à l'apnée du sommeil. Et je tiens à remercier donc le professeur Ganadou pour nous avoir éclairé dans ce contexte de médecine de précision qui est très très actuel et sur l'utilisation de ces biomarqueurs spécifiques du risque cardiovasculaire chez le patient apnéique avec les nouveaux outils. Et j'espère que c'est plus familier pour la plupart des gens qui étaient autour de cette table aujourd'hui et je vous en remercie. Donc, encore merci à toute l'équipe technique ainsi qu'à mes collègues pour leur engagement et pour leur contribution à la réussite de ce webinaire. Encore un grand merci au professeur Ganadou et on espère vous revoir bientôt pour un autre sujet d'intérêt pour votre expertise. Et donc, au plaisir de vous retrouver tous lors d'un prochain rendez-vous scientifique CEFAM. Donc, à tous, restez connectés. Merci à tous et de vous être connectés. Merci pour les questions qui étaient vraiment bien, les réponses qui étaient plutôt bonnes, hein. Donc voilà, c'est très bien. On avance dans la connaissance de la maladie et son phénotypage. Merci à tous. Merci Frédéric. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. CEFAM vous remercie sincèrement de votre participation et votre présence tout au long de ce webinaire. Nous vous invitons à nous suivre sur LinkedIn afin de rester informés de nos dernières actualités et événements à venir. Le replay de ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur notre site internet www.cefam-medical.com. Encore merci et à très bientôt. CEFAM vous remercie sincèrement de votre participation et votre présence tout au long de ce webinaire. Nous vous invitons à nous suivre sur LinkedIn afin de rester informés de nos dernières actualités et événements à venir. Le replay de ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur notre site internet www.cefam-medical.com. Encore merci et à très bientôt.